Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Cette semaine, dans votre émission rétrospective 2016, nous vous présentons les nouvelles qui ont marqué les mois de janvier à juin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici, édition rétrospective 2016. Et pour commencer cette émission, voici les nouvelles qui ont retenu l'attention pour le mois de janvier. Des travaux majeurs évalués à 6,5 millions de dollars étaient en cours au quai de Sainte-Thérèse de Gaspé. Et un réseau d'échange de services a été mis en place dans la MRC du Rocher-Percé. Lors de notre passage, il n'y avait que des travaux de dragage, mais la présence de machineries lourdes et autres grues surdimensionnées, ici et là, démontre que le site est en pleine transformation. Les travaux ont débuté le 2 novembre dernier. Le contrat a été octroyé le mois précédent à la firme Sanissable LB Incorporée située à Maria, nous a confirmé au bout du fil le directeur régional des ports pour petits bateaux au Québec chez Pêche et Océan Canada, Bernard Baudouin. Ainsi, la première phase, qui va se terminer avant l'ouverture de la prochaine saison de pêche, consiste à agrandir le bassin extérieur. Il faut savoir que ce quai est constitué de deux bassins reliés entre eux par un petit chenal. Cette première phase sera de déplacer le brise-lames qui ceinture le bassin extérieur sur une distance d'environ 50 mètres, ce qui fera en sorte que le bassin sera plus grand, favorisant ainsi les opérations de pêche. Adossé à ce brise-lames, il y avait un quai fixe qui sera lui aussi déplacé sur la même distance, ce qui va procurer plus de place pour les manœuvres pour la flotte de Sainte-Thérèse de Gaspé, a aussi fait valoir M. Baudouin. Cela dit, la seconde phase des travaux qui reprendra à la fin de la saison de pêche pour se terminer en 2017 se fera principalement du côté sud-ouest de l'infrastructure qui est utilisée par environ 80 bateaux de pêche, surtout des crabiers. Les travaux vont se faire près du chenal qui relie le grand et le petit bassin. Des travaux qui se feront sur le quai qui est utilisé pour le déchargement du hareng, note Bernard Baudouin, précisant par ailleurs que ces travaux sont nécessaires étant donné que ce quai a pratiquement atteint sa fin de vie utile après une trentaine d'années d'existence. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'un service. Découvrir les multiples talents de la MRC, se rendre service les uns les autres et tisser du lien social. Le réseau d'échange de services offre l'occasion de faire de notre MRC un endroit solidaire où tout le monde peut contribuer. Il n'y a pas de petits talents et le réseau offre une belle opportunité de donner au suivant et de recevoir en retour. C'est de partir un réseau d'entraide citoyen. C'est un réseau d'échange de services qui est basé uniquement sur le temps et non l'argent. La notion d'argent n'est pas en cause. Au quotidien, c'est que les gens vont avoir accès à un outil informatique qui est une plateforme qu'on a développée et que les gens vont pouvoir inscrire leurs besoins et leur offre de services qu'ils peuvent offrir sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir besoin d'un menuisier pour faire des travaux dans sa maison. Exemple, changer une poignée de porte ou réparer un balcon. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui fait de la cuisine, qui prépare un plat pour quelqu'un. Puis l'autre personne en échange, c'est beaucoup axé sur les talents des gens. On veut sortir les gens de l'isolement, puis d'inclure tout le monde. D'inclure tout le monde, puis que tout le monde a des talents, puis il faut juste leur donner l'opportunité de les mettre à profit. Voici maintenant les faits saillants pour le mois de février. L'implantation d'un aéroport régional continue de susciter le débat sur la place publique, voire la controverse au sein de la classe politique régionale. Un nouveau service pour les enfants à Val-d'Espoir pour offrir à la jeune population un service éducatif et ludique. Rien n'allait plus entre le maire André Boudreau et les bateliers de Percé concernant le financement et la gestion éventuelle du quai. Et le gouvernement du Québec attribue 40 millions de dollars sur 5 ans en appui au développement de l'entrepreneuriat collectif, mais bien peu de cet argent revient à la Gaspésie et les îles. Bonaventure, Gaspé et Grande-Rivière sont sur les rangs depuis des années afin d'obtenir le statut d'aéroport régional. Mais le choix final ne fait pas consensus, étant donné que chaque patelin souhaite l'obtenir. La dernière idée en date est de commander une étude indépendante.
Voilà ce qu'a récemment lancé sur la place publique le maire de Gaspé, Daniel Côté. Sa collègue de Chandler, Louisette Langlois, ne s'y oppose pas. Je comprends, moi, chaque ville ou chaque région qui veut garder son aéroport, je comprends très bien, je ferais la même chose. Toutefois, est-ce qu'on peut avoir une étude indépendante, commandée par le gouvernement du Québec, qui dirait, écoutez, le meilleur endroit, c'est où en Gaspésie pour avoir un aéroport régional? Donc, à ce moment-là, on met de côté tous les intérêts personnels. Comprenez? Et moi, je me plierais quand une étude technique dirait c'est à tel endroit que les chances sont meilleures pour une desserte d'avion. Écoutez, on va l'accepter, hein? On va se rallier, tout le monde. Bien au fait de cet enjeu, l'ex-ministre régional Jean Damour ne ferme pas la porte à ce que son gouvernement lance une étude si tel est le désir des acteurs de la région. J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas de demande formelle pour la réalisation d'une étude à ce moment-ci. Du moins, ça ne s'est pas rendu sur mon bureau. Je comprends qu'il y a un débat en région, puis effectivement, ça fait 10 ans, même avant que je sois ministre régional, on en entendait parler. Alors moi, c'est dans ma région. Je suis très attentif à ce qui se passe. Une étude indépendante qui s'ajoute aux autres études, peut-être que ça va s'inspirer des études qui ont déjà été faites, mais bon, ce qu'il faut espérer là-dedans, c'est qu'il y ait une entente d'abord sur le plan régional, mais je ne suis pas fermé à toute forme de discussion avec l'ensemble des intervenants là-dessus. La maison des enfants, l'idée m'est venue en fait du fait que je faisais déjà des ateliers parents-enfants chez moi à la maison. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. En fait, moi, c'est ça. Ça a parti vraiment mon idée. Plus que je faisais des recherches, plus que je voyais plein de blogs sur Internet, des intéressants sur des pédagogies alternatives, justement, où l'environnement fait partie de l'apprentissage. Ça, c'est vraiment la pédagogie Reggio Emilia, c'est que l'environnement aussi est un professeur. Le premier professeur pour l'enfant, c'est lui-même. C'est lui-même qui est le propre moteur de son apprentissage. Il y a les adultes, que ce soit parents, les professeurs, les éducatrices, mais il y a aussi le lieu, l'environnement. Donc, un environnement qui n'est pas surstimulant dans le sens qu'il n'y a pas trop de choses, trop de jouets, trop de couleurs, trop de tout, mais un environnement le plus naturel possible, le plus neutre, dans le fond, pour garder un certain calme. Puis aussi avec des jouets, oui, que les enfants connaissent, mais aussi des objets hétéroclites qui servent à autre chose, qui peuvent servir à n'importe quoi. Donc, un rouleau de papier de toilette qui peut servir à faire des tours, des trucs comme ça. Donc, moi, c'est à force que je vois tous ces lieux-là que je me disais, j'ai vraiment le goût de faire un lieu comme ça. La force d'avoir une installation où on peut préparer d'avance des coins attirants, qui laissent la place aux jeux libres, mais qui en même temps peuvent susciter de la curiosité, de l'intérêt. Donc, un lieu aussi où les enfants peuvent aussi bouger, s'exprimer avec leur corps, parce que dans des endroits restreints, souvent, on les empêche de courir, on les empêche de sauter. Alors, moi, je trouve c'est important que les enfants puissent aussi s'exprimer dans leur corps. Oui, en fait, dans ces pédagogies-là, puis même maintenant dans les CPE, il y a plusieurs CPE qui essaient d'appliquer ces principes-là, c'est que en fait, c'est pas compliqué. J'ai un jouet X a une utilité X. Si on montre à l'enfant c'est quoi l'utilité de ce jouet-là, mais ça ne fera pas appel à sa créativité nécessairement parce qu'il va faire ce qu'on attend de lui avec le jouet. Donc une auto, ça roule. Une poupée, on la berce. Tandis que les jeux ouverts qu'on appelle, qui appellent à stimuler, ça appelle à stimuler beaucoup la créativité. Puis les enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent de toute façon. C'est leur curiosité qui les apporte à évoluer, à se développer, leur langage, tout ça. Il n'y a personne qui dit, bon, mais moi, je dois apprendre 5 mots à mon enfant cette semaine. Ils les apprennent par imitation, par observation, par essai-erreur. Donc, en étant ensemble, ils s'imitent, ils se regardent faire, ils s'inventent des jeux. Puis plus que les objets n'ont pas une utilité fixe, plus qu'ils vont développer une créativité autour de cet objet-là. Mais aussi, pour ça, il faut leur donner la liberté de ne pas tout le temps diriger leur jeu. Donc, c'est ça qu'on pratique dans les ateliers parents-enfants, entre autres avec les parents. On s'est comme mis d'accord que, oui, il y a plusieurs choses à faire, mais ils ne sont pas obligés de jouer à ce qui est proposé. Ils peuvent faire autre chose, ils peuvent créer, ils peuvent prendre les jouets d'un endroit puis les amener à un autre endroit.
Moi, j'ai conçu l'horaire, le fait que les enfants, si on fait l'atelier créatif au début, s'ils veulent rester plus longtemps à l'atelier, ils restent. Vu qu'on est plusieurs adultes, c'est facile, on les suit dans leur recherche, dans leur jeu. Le bon pompier et Laurent a mis sa culotte à l'envers. Le grand chef pompier lui dit « Oh, 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 attention, et Laurent, tu vas trébucher. C'est vrai, mon capitaine, on risque de voir ma bédaine. » Le bon pompier t'a... Le ton est monté entre des représentants des bateliers qui font le tour de l'île Bonaventure, soit les croisières Julien Cloutier et les bateliers de Percé, et le maire. En fait, dans le cadre du transfert du nouveau quai attendu à l'été 2017 par le fédéral à la municipalité, la ville entend confier la gestion du quai à une société qui gérera une billetterie unique, entre autres. Par ailleurs, la municipalité souhaite obtenir un montant annuel des bateliers qui servira de fonds afin d'assurer la pérennité de l'infrastructure. Mais les négociations achoppent. C'est que voilà, lors de la séance, une des personnes dans l'assistance a déclaré que la ville souhaite obtenir 30% des recettes brutes des bateliers pour financer le fonds. Une déclaration qui a fait écho à celle de la porte-parole des bateliers de Percé, Mona Cahill, tenue à Télégaspé tout récemment. À ces déclarations, le maire a toujours dit qu'il ne voulait pas négocier sur la place publique. Selon nos informations, la ville avait refusé la contre-offre des bateliers. Cela dit, si les deux parties ne trouvent pas un terrain d'entente dans un proche avenir, la ville compte aller en appel d'offres relativement au choix d'un transporteur. De quoi ajouter de l'huile sur le feu alors que les bateliers voient déjà d'un mauvais œil la mise sur pied d'une billetterie unique, ce qui, selon eux, ferait perdre de 6 à 8 emplois, ce que le maire réfute catégoriquement. Bref, les propos tenus entre les personnes présentes lors de la séance municipale étaient révélateurs des négociations de coulisses qui semblent bel et bien achoppées. On peut entendre Steve Cloutier des croisières Julien Cloutier en s'adressant au maire. M. Robert Daniel vous a demandé tantôt s'il y avait toujours place à négociation, mais je crois que de votre part, c'est mal placé parce qu'il y a zéro négociation de votre part, M. le maire. Le maire, lui, a tenu à être clair. On était toujours ouvert à la négociation, sauf qu'il y a des critères de base que vous connaissez très bien, que c'est incontournable. Il faut aller là. Le reste, comment ça va fonctionner, comment ça va se développer, comment on va réussir ensemble, avec les employés, avec vous autres, à augmenter, faire exploser cette industrie-là. Puis je veux dire, je n'ai pas vu personne aller à la soupe populaire avant aujourd'hui, là-dessus. Ça fait que il ne faudrait pas décortiquer ça en petits morceaux. Ce qui est les négociations avec vos compagnies, vous êtes assez adultes pour venir négocier avec nous. Et le restant, ben, c'est la suite des choses. Puis en bout de piste, il y a un quai. En bout de piste, il y a un quai. Il y a une décision à prendre qui est municipale. C'est pas toi qui vas la prendre, ni personne d'autre ici dedans. C'est nous autres. Est-ce que je suis tout seul là-dedans? Non. Hein? Non. Non? Je suis tout seul là-dedans. Bon. Écoutez, là. Arrêtez, là. Le ton a continué à monter alors que la pilule ne passe tout simplement pas pour Ken Cahill des bateliers de Percé. Toi, tu respectes l'avenir de mon garçon. Moi, je vis à Percé, contrairement à bien des gens. Moi, je vis à Percé à l'année, 12 mois par année. Et moi, si mon garçon, il va être hypothéqué dans 20 ans. Le bras de fer de la séance atteint son comble alors que Kevin Cahill des bateliers de Percé avait 2 mots à dire au maire. Il n'est pas municipal, le quai fédéral alors qu'on se parle. Il n'est pas municipal, le fédéral. Moi, je te parle. On a toujours payé ce qui nous a été demandé. Mais toi, tu es allé à la radio, tu es allé dire qu'on avait un free ride. C'est pas un free ride, on a toujours payé ce qui nous a été demandé. On paye du caillage à l'ensemble office, on en a payé à Percé. Faites attention à ce que vous dites quand vous allez dans les radios. Du caillage, c'est du caillage. C'est ça. Moi, je te parle d'utilisation d'un quai moi, j'ai municipal. pas de problème si vous prenez le quai. S'il y a un quai municipal, faites ce que vous avez à faire. S'il y a un quai municipal, il va se payer. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, on va opérer de ce quai-là. Ah, ben, faites ce que vous voulez. Celui qui opérait de ce quai-là vivra avec. Vous êtes des compagnies indépendantes. Faites ce que vous voulez. Puis c'est pas normal qu'à Percé, qu'on va payer plus cher pour opérer que partout dans la province de Québec. Ben, partout dans la province. On paierait plus cher qu'AML avec l'offre qu'on vous a fait. AML, là. Je veux dire, je viens de te dire pourquoi AML. Il n'y en aura pas de billetterie unique. Il n'y en aura pas de billetterie unique. Nous autres, on va toujours vous êtes témoin de ça, là? Ça vaut la peine de continuer à négocier, il n'y aura pas de billetterie unique. C'est la condition minimale. C'est ça, c'est ta condition à toi, ça. Non, condition normale. C'est la tienne, ça, c'est pas la nôtre. Ce n'est pas tout. L'échange entre les deux se poursuit sur une question d'argent.
Écoutez attentivement. Ah oui, ben c'est ça, c'est une autre affaire, ça que tu passes ton temps à mentionner qu'il y a de l'argent dessous de la table. J'ai pas jamais dit ça, moi. Qu'est-ce que tu t'en as dit? Non, je dis, si on fait pas de billetterie unique électronique, comment est-ce qu'on compte l'argent en on fait ça comment? Comment billetterie unique? On n'a pas d'affaire à toi, de billetterie unique? On fait ça comment? Ça fait 40 quelques années. Comment savoir, moi, comment tu opérais une compagnie de bateaux avant moi, puis aujourd'hui, on va aller commencer à splitter avec toi le soir. C'est un quai municipal. Ah, c'est ça. Ta compagnie, c'est ta compagnie. Ah, mais si tu prends tu travailles sur un quai municipal, toi, moi, je suis pas obligé de travailler du quai municipal. Moi, je t'ai pas demandé pour un quai. Moi, je peux opérer de partout. Moi, je peux opérer dans sa office, je peux opérer d'à côté du quai. Vous n'avez pas demandé pour de qui, vous autres? Moi, j'ai pas demandé. Personne qui a demandé de quai à Percé. Un débarcadère? Un quai fini. C'était Thierry Haroun pour TVCGR à l'hôtel de ville de Percé. Le président du pôle d'économie sociale Gaspésie-les-Îles, André Richard, rappelle que concrètement, 5 millions de dollars de ce montant sont répartis au sein des 21 pôles de la province. Par conséquent, l'organisme de M. Richard recevra 50 000 dollars annuellement pendant 5 ans. C'est déjà bien, mais ça demeure bien peu, dit-il. Effectivement, on accueille favorablement la nouvelle, donc le fait que ce soit pour 5 ans, le fait qu'on reconnaisse aussi l'économie sociale et l'entrepreneuriat collectif, mais 50 000, quand on regarde ça, c'est à peine suffisant pour assumer les coûts d'une ressource dans un territoire qui, géographiquement parlant, est très grand et demande beaucoup de déplacements quand on pense à la région Gaspésie et les îles de la Madeleine. Cette somme permettra de payer une ressource à temps plein afin de faire de la concertation et maintenir les liens avec les entreprises collectives, précise M. Richard. Présentement, nous, le pôle, on a une ressource à temps plein qui travaille du côté du pôle, donc qui permet de faire la concertation et maintenir les liens avec les entrepreneurs collectifs. On veut aller beaucoup plus loin que ça, donc nous, c'était de devenir vraiment la référence et l'interlocuteur privilégié en matière d'entrepreneuriat collectif, soutenir aussi les entrepreneurs collectifs quand on sait qu'au cours de la dernière année, là, le système s'est quand même effrité beaucoup. Donc, nos entrepreneurs collectifs ont besoin de soutien pour le développement de leurs affaires et de nouveaux projets. Les entreprises d'économie sociale présentes sur le territoire gaspésien et madinot font office de moteur de développement économique et social. Les derniers chiffres disponibles démontrent que ces entreprises collectives, au nombre de quelques 200, génèrent des revenus annuels de près d'1 milliard de dollars, dont 37 millions sont réinvestis dans les communautés de la région. Parmi les cas qui sont des exemples de réussite, pensons à la vieille usine, la microbrasserie Pit Caribou ou encore le magasin général historique, tous situés à L'Anse-à-Beaufils. Bref, l'économie sociale brosse large, note André Richard. Dans à peu près tout, que ce soit dans la culture, les services de proximité, les soins à la personne, on est dans à peu près tous les domaines. Rares sont les personnes en Gaspésie et aux îles qui, dans leur quotidien, ne frappent pas à une entreprise d'économie sociale et n'achètent pas un produit ou des services d'une entreprise d'économie sociale. Vous faites partie du tissu social de la Gaspésie. En fait. Effectivement. Donc, on conjugue vraiment les deux. Donc, on conjugue l'économique et le social parce qu'en plus de maintenir des services et des produits essentiels à nos petits milieux, on permet aussi la création et de maintenir en emploi aussi des personnes dans nos milieux. Nadia Minassian a succédé à Diane Leboutillier à la tête de la MRC Rocher-Percé. Une autre séance municipale houleuse qui concernait des citoyens qui étaient mécontents de l'augmentation de leurs taxes foncières à la ville de Percé. Orléans Express ne ferme pas la porte à un retour éventuel sur le tronçon liant Grande-Rivière et Percé. Servitec a rencontré la population de Percé concernant la hausse de taxes. Le maire de la ville de Percé, André Boudreau, en avait ras-le-bol de servir d'écran protecteur à l'exercice d'austérité du gouvernement du Québec. Des services professionnels des CLSC passeront vers les groupes de médecine familiale. Et le secteur culturel du Rocher-Percé profitera de dizaines de milliers de dollars en 2016. La femme d'affaires et ex-présidente de la Chambre de commerce du Rocher-Percé a remporté haut la main cette élection avec pas moins de 49,2% des voix le 28 février dernier. Elle a largement devancé son plus proche rival, Benoît Caillouette, qui a amassé 13,9% du suffrage, suivi de Suzanne Bourget, 11,2%, Maurice Englehart, 10,3%, Philippe Berger, 9,1% et Rénal Blais ferme la marche avec 6,4%. Madame Minassian était bien sûr ravie du résultat.
C'était une expérience extraordinaire. C'était quand même ardu parce qu'on était 6 candidats. Je suis très contente que les résultats étaient aussi clairs que ça. Alors, en rentrant, ça donne une certaine légitimité et je suis prête à travailler les dossiers. Justement, quels sont ces dossiers? Bien, je vais continuer avec ce que j'ai dit pendant la campagne, c'est certain. On parle des dossiers de transport qui sont prioritaires, aussi de tout ce qui est les dossiers d'économie dans notre milieu, les services à la population. Là, ce que j'ai hâte, c'est d'être assermentée, de m'asseoir avec le Conseil des maires et de voir de quelle façon qu'eux veulent travailler ces dossiers-là. Mais c'est certain que moi, je continue dans le même élan que pendant la campagne. Selon elle, sa victoire s'explique par son discours positif. On peut l'entendre. Je vous dirais que, d'après moi, c'est le discours positif. Je le disais à ma conférence de presse déjà au mois de novembre que l'attitude des gens est en train de changer. On est beaucoup plus positif, on parle moins des dossiers négatifs et ça a paru dans mon discours et je crois que c'est ça qui a donné un élan d'espoir aux gens de dire « wow, on s'en va dans une autre direction et avec elle, on va aller dans une autre direction ». De mémoire récente, on a rarement vu la salle municipale de Percé aussi bondée. Quelques 70 citoyens attendaient l'ouverture de la séance pour vider leurs sacs et ce, sous la surveillance de 2 agents de la Sûreté du Québec. Et c'est précisément ce qui est arrivé. Dès le départ, des citoyens pointaient du doigt le maire et son conseil, exigeant des explications quant à l'augmentation de leur taxe foncière. Pour certains, cela représentait une hausse de 1 000, 2 000, voire 3 000 $ dans certains secteurs comme à Cap-d'Espoir, Barachois ou encore Saint-Georges-de-Malbaie. Bref, le maire André Boudreau en avait plein les bras. Il a dû à quelques reprises rappeler à l'ordre certaines personnes histoire de faire respecter la bienséance publique. Tout a débuté avec des gens de la communauté anglophone particulièrement concernés par cet enjeu, dont l'un d'entre eux a demandé en vain d'être entendu en anglais. When you came home to me when you were running for election, you told me that Barshaw Wharf would be repaired in English. Now you can't say a boo in English, but when you wanted my vote, you wanted English. You could speak. Well, I don't understand you either the next election. Le maire a sèchement répliqué. Il y a des explications qu'on veut donner au monde. Puis, si c'est pour fonctionner comme ça, on va arrêter ça là. Hein? Moi, la démocratie, là. Tu sais, Nancy nous rentrer dedans, alors qu'on a à vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau des taxes. Ça fait que... André Boudreau a admis le problème, répétant sans cesse que le rôle d'évaluation foncière est produit à tous les 6 ans par Servitec et que si les gens veulent contester leur rôle, ils sont en droit de le faire, d'autant que la Ville est prête à les accompagner dans leur démarche. Il a aussi tenu à mettre en contexte le tout. Plusieurs personnes qui nous ont appelés à l'hôtel de ville, on a pris leur nom, sont transférés à Servitec, qui est la compagnie qui fait les évaluations. Pas seulement en rentrant dans la maison de Chauboux, là. Ils font des évaluations sur tout ce qui s'est passé dans votre secteur. Les ventes de maisons qu'il y a eu, le développement, le temps qui a passé, 6 ans. Puis, d'autres critères que je nommerai pas parce qu'il y en a une liste longue de même. Puis, ils établissent un prix de une augmentation de votre évaluation. C'est sûr que quelqu'un qui s'est construit une maison neuve en 2010, puis qui est évalué aujourd'hui, qui n'avait pas été évalué à sa juste valeur en 2010, peut avoir une augmentation salée. Est-ce que la maison vaut ça? Est-ce que c'est justifié? Ça, vous avez entièrement le droit de vérifier avec Servitec s'ils ont fait une belle job, si la job est recevable pour votre cas. OK? Puis ça, ils vont le faire pour chacun de vous autres. Mais ce n'est pas toujours évident de contester, a témoigné une dame. J'ai encore fait un autre. Dernièrement, j'ai mes papiers. Mais j'ai pas pu gagner. Il m'a dit, quel beau site de vue, madame. Je dis, ben oui, j'ai justement une maison bâtie en avant. Si vous faites une plainte, c'est pas Servitec qui va la traiter. C'est la commission. C'est Servitec. J'ai appelé à merci. Mais, je vous comprends. C'est pas tout le monde qui a les moyens de prendre un avocat non plus. La maison mère de la firme, Keolis Canada, avait fait grand bruit lors de son passage à Gaspé devant la Commission des transports du Québec en 2014, qui proposait de réduire substantiellement ses dessertes dans la région.
Peu de temps après, la Commission des transports du Québec avait accepté toutes les requêtes du transporteur, réduisant ainsi d'une 40aine de lignes à 7 au nord comme au sud de la péninsule, incluant l'abandon du tronçon liant Grande-Rivière à Percé. Cette diminution de service a été autorisée en 2014 par la CTQ et mise en vigueur depuis janvier 2015. Reste que, désormais, la firme ne ferme pas la porte à un retour vers la capitale touristique de la Gaspésie via des collaborations, fait valoir Marie-Hélène Cloutier, qui en est la porte-parole, en précisant qu'un retour à Percé n'est pas une option pour l'instant. C'est entre autres ce que dira Orléans Express en audience devant la CTQ le 14 mars. On peut entendre Mme Cloutier. En tant que tel, nous, ce qu'on va présenter devant la commission, c'est un bilan de notre plan de redressement dont la réingénierie prend place. Alors, nous allons faire un retour sur toutes les collaborations régionales qu'on a. Okay. Et comme cette question-là de la desserte, surtout en tant que telle, de Percé est un sujet qui est chaud, oui. Il va sans dire que pour nous, ce qu'on va démontrer, c'est notre intention non seulement de contacter les gens de la région, de continuer nos collaborations régionales afin de voir comment est-ce qu'on peut desservir d'une quelconque façon. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on reprendrait un service régulier entre ces deux points-là. C'est plutôt de mettre l'emphase sur le fait que pour nous, depuis un an, on a de belles collaborations avec la région puis qu'on veut continuer de les faire et être à l'écoute de ses besoins. De son côté, la ministre fédérale et députée de la Gaspésie-des-Îles, Diane Leboutillier, se réjouit d'une telle ouverture. Moi, là, je vous dirais que oui, je garde espoir, puis d'autant plus que je suis revenue en autobus durant la période des fêtes, et ça, je le disais, c'est pas normal qu'on attende à 1h moins quart du matin à la gare de Sainte-Foy pour s'en venir en Gaspésie, pour des gens âgés, puis des gens qui ont des problèmes de santé. Ça fait que j'espère qu'Orléans Express va en tenir compte, que la Commission des transports va en tenir compte, puis je vous dirais d'ailleurs que j'ai souligné le fait avec le nouveau ministre de la Région, M. Sébastien Proulx, que j'ai d'ailleurs rencontré à Montréal il y a 2 semaines passées. Pour sa part, le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, qui a fait du transport régional l'un de ses chevaux de bataille, aurait souhaité que la CTQ consulte le milieu régional sur l'ensemble de cette question. Par voie de communiqué, il a déclaré qu'en tenant cette audience à Québec, la CTQ met en place une mesure prohibitive attaquant l'essence même de la démocratie en empêchant les citoyens concernés et mobilisés d'intervenir sur le sujet. La hausse des taxes fait couler encore beaucoup d'encre alors que les citoyens aux prises avec des comptes de taxes qui ont pris l'ascenseur avec le tout dernier rôle d'évaluation foncière ont tenté de trouver réponse à leurs nombreuses questions. Le patron de Servitec, Stéphane Roy, a expliqué de long en large le processus d'évaluation, mais a dû à plusieurs reprises rappeler aux gens que son entreprise suit des règles très strictes. On compartimente le territoire en sous-ensembles qui regroupent des caractéristiques identiques. Dans les sous-ensembles, il y a des immeubles qui se ressemblent, qui sont dans les mêmes quartiers, les propriétés sont comparables, ils ont des caractéristiques homogènes. L'année de construction, le chemin, s'il y a les services d'aqueduc égout, le zonage, la vue sur la mer, l'accès à la mer, est-ce que c'est en zonage agricole, en zone blanche, en zonage résidentiel, commercial, etc. On divise le territoire et après ça, on évalue les immeubles à l'intérieur de chacune de ces poches-là pour ne pas mélanger les immeubles qui ne sont pas comparables entre eux. Fait qu'on évalue à partir de maisons qui sont à Barachois. Les ventes de Barachois n'ont servi qu'à évaluer les immeubles de Barachois. En chiffres, la hausse moyenne de la valeur des maisons unifamiliales dans le Grand Percé au titre du dernier rôle était de 22,84 %, passant ainsi de 105 463 $ à 129 553 $. Le cas de figure de Saint-Georges-de-Malbaie, du côté non riverain, démontre toutefois des augmentations substantielles. Par exemple, une maison évaluée en 2008 à 56 000 $ s'est vendue récemment à 127 000 $. Une autre, évaluée à 78 000 $ a été vendue à 161 000 $. Tout s'explique, relate M. Roy. L'évaluation précédente, qui a duré 6 ans, n'était pas représentative du marché de 2014. Elle était représentative du marché de 2008. C'est pour ça qu'il y a eu une augmentation drastique comme ça. Maintenant, il y a des prix qui sont plus élevés. On a revisé les évaluations au niveau des prix payés sur le marché. Stéphane Roy a admis que les règles d'évaluation ne sont malheureusement pas adaptées à des petites localités rurales en réponse
à une inquiétude soulevée par une dame présente dans la salle. On peut les entendre. Basé sur 6 ou 8 transactions, les petits villages, là, faire une moyenne quantitative sur 6 ans, sur 8 transactions par année, ça n'a aucun bon sens, parce que c'est pas statistiquement correct. Je pense que le problème est au niveau de la loi. Il faudrait aller dans tous les petits villages et dire, regarde, là, moi, ça n'a pas de bon sens. C'est vendu 8 maisons, 8 illuminés comme moi qui arrivent, qui payent trop cher, qui veulent être sur le bord de la mer, puis je vais faire payer tout le monde plus de taxes. Non, c'est pas correct. Je pense que c'est au niveau de la loi. Vous avez fait votre travail, vous avez une façon de faire qui est parfaite pour dans le 450, le quartier du 30, Québec, Rimouski, whatever. Mais ici, dans les petits villages comme ça, on peut pas faire des statistiques sur 8 tranches. Dans le système d'évaluation foncière du Québec d'aujourd'hui, Madame a raison, il n'y a pas d'exception dans la méthodologie pour les petites municipalités, si ce n'est que les petites municipalités ont la possibilité de faire leur rôle aux 6 ans. Okay? On doit, malgré la faiblesse ou la force de l'activité du marché immobilier, travailler avec les transactions qui se font sur un territoire donné. On a le devoir, des fois, d'élargir l'échantillonnage. On aurait pu être plus large dans nos analyses de la ville de Percé, parce que là, on parle de 6 à 8, 10, 12, il y en a 18 là, sur la route 132, pour la portion de Barachois et de Saint-Georges-de-Malbaie. On parle juste des maisons. Il y a des ventes de terrains vacants aussi, il y a des ventes de l'eau en arrière, il y a toutes sortes d'autres transactions. Là, j'ai parlé du résidentiel dans ça. Mais c'est vrai que c'est un volume qui est moins important que ce qu'on constate à Rimouski, même à Montjoly ou à Chandler. Tu sais. La loi ne permet pas de faire des distinctions comme ça. Le maire, les conseillers et les employés municipaux sont en première ligne. Ils subissent des menaces et sont ciblés comme les grands responsables des effets néfastes du grand projet d'austérité du gouvernement du Québec. Voilà en substance ce que les élus ont exprimé récemment dans un communiqué de presse dans le contexte de la grogne populaire face à l'augmentation salée des comptes de taxes. Le maire André Boudreau fait écho à leur mécontentement, faisant valoir que malheureusement la mairie est à bout de souffle financièrement en raison des coupes drastiques de Québec qui se sont traduites par un manque à gagner de 1,2 million de dollars en 2015. Puis ils ont raison de crier puis de chialer, puis, parce qu'il y en a qui ont des augmentations effrayantes. Oui. Puis il y a des gens à travers ça qui ne sont pas capables de payer. Il y en a qui attendent le paye chaque semaine pour pouvoir faire de quoi. Ils n'ont pas d'argent de côté. Fait que comment tu veux que nous, dans une organisation municipale, on peut aider adéquatement ces gens-là? L'année du pacte transitoire, on pouvait vivre avec, puis on avait prévu que ça pouvait être une année difficile, mais on a dit, essayons de passer à travers celle-là, puis bon, après ça, on va pouvoir venir puis se réorganiser. Là, on savait modestement pas que les années jusqu'en 2018 et plus, on ne sait pas ce qui va se passer après, on ne savait pas qu'on allait rester dans la même situation. Alors, quand est arrivé le nouveau rôle d'évaluation, ben écoute, on n'avait plus de marge de manœuvre. Tu sais, tu peux pas aider ton monde, tu n'as plus de surplus. Le maire demande à Québec de faire de Percé une exception du fait de sa situation particulière. Ce que je dis à Québec, c'est que revenons à au débat qu'on a fait, que j'ai fait avec le président de la FQM, revenons à ce qu'on a déposé cet automne comme dossier pour défendre notre situation qui est distincte. Disons-le comme ça. Elle est distincte par rapport à bien des villes au Québec, des petites villes de même nature. André Boudreau précise justement sa pensée. Écoutez bien. Ici, la ville, par notre particularité, par notre configuration, elle nous coûte 1 million de plus à gérer qu'une ville moyenne. C'est justement à cause de ça, la grandeur des chemins, les pompiers, 3 casernes. 3 casernes, c'est 5 camions, ça. 5 camions, c'est 3 équipes comparativement à une bonne, tu sais. Oui. On en a des comparaisons comme ça. On se plaint pas pour rien. On se plaint parce qu'il y a une particularité à Percé qui doit, à quoi on doit tenir compte. Le Devoir nous apprenait récemment que Québec s'apprête à transférer une partie des activités des CLSC vers les groupes de médecine familiale, soit les GMF. Selon le quotidien, une partie de leurs professionnels seront transférés dans les GMF comme les travailleurs sociaux. Ce qui n'est pas sans soulever certaines craintes. Par exemple, la présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Carole Dubé,
affirmait au Devoir qu'on est en train de mettre en danger tout le cœur de la mission des CLSC. Qu'en est-il en Gaspésie? Y a-t-il lieu de craindre pour les services offerts dans nos CLSC? Vérification faite auprès de notre CI3S. Michel Bande, directeur des ressources humaines, tient à rassurer les gens tout en confirmant qu'il y aura en effet un transfert d'effectifs. Non, actuellement, il n'y a pas de lieu de craindre pour l'avenir des CLSC, je pense au Québec, mais particulièrement en Gaspésie, puisque le mode de fonctionnement des CLSC et des GMF, on va demander un transfert d'effectifs, un transfert de ressources du CLSC vers les GMF au niveau du travail social. Considérant la grosseur des GMF en Gaspésie, on peut penser que par territoire, c'est un demi-poste à un poste de professionnel là, qui va être réorienter sa pratique vers les GMF. Alors, le volume, comme je vous l'explique, n'a pas d'incidence ou peu d'incidence sur toute la pratique et tous les services qui vont continuer d'être offerts en CLSC. Une décision qui, selon lui, sera bénéfique pour les usagers. Justement pour faciliter pour la clientèle l'accès à une multitude de services dans les GMF. C'est-à-dire le client qui se présente pour voir son médecin ou qui a un besoin également de rencontrer un travailleur social ou une infirmière peut le faire dans un même lieu, dans une même période de temps. Pas moins de 90 000 $ seront redistribués dans différentes manifestations culturelles, que ce soit dans le domaine de la diffusion, de la littérature ou encore tout ce qui concerne le patrimoine. Cette somme comprend une entente de 32 000 $ entre la MRC et le ministère de la Culture, à quoi s'ajoutent des enveloppes en provenance des 5 municipalités du territoire. On peut entendre la préfète Nadia Minassian. Aujourd'hui, on annonce un budget de 90 000 $ pour déployer 8 actions ciblées pour notre MRC. Alors, ça va être porté par la Maison de la Culture de Grande-Rivière. La MRC utilise une organisation qui a déjà une expertise pour être en mesure de déployer des actions ciblées sur le territoire. Bref, tout le monde y trouvera son compte, d'autant que cela s'inscrit dans les priorités de la MRC, note la préfète Minassian. Absolument. La MRC du Rocher-Percé s'est dotée d'une politique culturelle en avril 2015, une belle politique culturelle qui va être travaillée par la MRC, mais qui va être soutenue aussi par la Maison de la Culture de Grande-Rivière qui vont nous aider à la déployer. Voici le reportage que nous avons relevé pour le mois d'avril. Entente partenariale entre l'Institut maritime du Québec et l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Mise à pied d'une trentaine d'employés à l'auberge et golf Fort-Prével. Après un an d'existence, le CI3S de la Gaspésie était largement en avance sur son échéancier quant à l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Le transfert des travailleurs sociaux des CLSC vers les groupes de médecine familiale suscitait toujours le débat. Et une autre saison bien chargée attendait Escale Gaspésie en 2016, mais l'ombre du train touristique L'Amiral planait toujours. Fortes de leur statut d'école nationale et unies par leurs activités touchant les métiers de la mer, les deux établissements d'enseignement ont déjà un lien privilégié, ce qui facilite la mise en place d'une telle entente, laquelle est directement liée à l'axe 8 de la stratégie maritime du Québec, soit celle de former une main-d'œuvre qualifiée et développer ses compétences. On peut entendre la directrice de l'EPAC, Isabelle Jalbert. Dans le fond, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est deux écoles nationales, je vous dirais avec des missions qui sont complètement distinctes, mais avec des activités complémentaires qui s'unissent pour mieux répondre aux besoins de l'industrie. Dans le contexte, on le sait, de la stratégie maritime, il y a un axe de la stratégie maritime qui est vraiment relié à la main-d'œuvre qualifiée. Donc, nous, l'objectif, c'est de travailler vraiment sur cet enjeu-là, donc la main-d'œuvre, l'accessibilité de la formation. Et à l'intérieur de nos missions respectives des deux écoles nationales, on a quand même, comme je le disais, des activités qui sont complémentaires. Donc, c'est sur cet axe-là qu'on tente de travailler pour augmenter l'accessibilité de la formation. Je le disais, un bateau de pêche versus un bateau de petit croisiériste ou un petit remorqueur, c'est essentiellement le même tonnage, la même longueur. Donc, les brevets, dans le fond, les exigences qui sont demandées au niveau de Transport Canada, au niveau de la législation, sont essentiellement les mêmes. Donc, l'objectif de s'associer, c'est d'augmenter, je vous dirais, la récurrence de l'offre de formation. La CEPAC convoquait les employés de Fort-Prével à l'hôtel des commandants à Gaspé pour leur annoncer un licenciement collectif. La porte-parole du syndicat de la SFPQ, Suzanne Jonca, parle d'une triste journée en précisant que ce sort n'est pas étranger, un manque de vision de l'entreprise.
C'est une très triste nouvelle. La première des choses pour vous suivre dans votre... si on s'y attendait, effectivement, on s'y attendait. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je peux dire qu'on s'y attendait. Cette entreprise-là fonctionne pas très bien parce que les bâtiments sont pas restaurés ou les choses n'ont pas été faites autour. Quand il n'y a plus de publicité pour une entreprise, évidemment, les gens ont plus le réflexe d'aller visiter ou d'aller voir. Donc, nous, ce qu'on trouve déplorable, c'est le manque d'intérêt de la CEPAC, je crois, pour Fort-Préville, parce que les bâtiments sont désuets, ils n'ont pas été restaurés. On n'a plus, vous savez, ça fait des années que vous êtes en Gaspésie, on n'a plus de publicité depuis bien longtemps. Et pourtant, à une certaine époque, Fort-Préville était l'emblème gaspésien. Tout n'est pas perdu pour autant à Fort-Préville, alors que quelques emplois pourraient finalement être sauvés. En fait, en parallèle, une entente de principe a été signée entre la Société d'État et le Comité de relance des lieux. Son porte-parole, Évangéliste Bourdage, confirme que tout est fait présentement pour mettre sur pied un OBNL qui garderait en fonction le terrain de golf pour la saison 2016, ce qui permettrait de faire travailler 5 à 6 personnes. On peut l'entendre. Écoutez, l'objectif minimal pour la saison de 2016, c'est de garder le golf opérationnel. On sait tous que des infrastructures comme un terrain de golf ne peuvent pas se permettre d'être inactifs ne serait-ce qu'une seule année, parce qu'il y a un phénomène de détérioration là, qui est un peu exponentiel. Là. Fait que c'est vraiment d'abord l'actif qui est en meilleure santé à Fort-Préville, et c'est l'actif qu'on ne peut pas se permettre d'abandonner ne serait-ce qu'une seule année. Ainsi, l'établissement de santé a débuté l'année financière avec un déficit anticipé de 21 millions de dollars. Et à la fin de l'exercice financier, l'organisation devrait présenter un déficit d'environ 5 millions de dollars. Un résultat financier qui n'est pas étranger à un ensemble d'efforts et de réorganisation du travail au sein de ce nouvel organisme qui fédère sous un même toit le secteur de la santé régionale depuis le 1er avril 2015. On peut entendre la PDG du C3S de la Gaspésie, Chantal Duguay. Et je vous dirais que le 1er avril 2015, on se demandait quel héritage qu'on avait au niveau de la Gaspésie, parce qu'on ne connaissait pas tous les établissements. Et on a réussi à faire ça, c'est vraiment en identifiant les endroits où on trouvait qu'il y avait vraiment une marge de manœuvre, puis qu'il y avait de l'optimisation à faire, de l'intégration de services pour faire en sorte que les services soient encore mieux pour la population et que ça nous coûte un peu moins cher. Le CI3S de la Gaspésie a beau avoir tenté de rassurer récemment sur la place publique quant à l'avenir des CLSC à la lumière du transfert de ces professionnels, la répondante politique régionale de la PTS, Guylaine Michel, n'en est pas convaincue pour autant. Pour elle, c'est le début d'un démantèlement qui ne dit pas son nom. Ben oui, c'est très inquiétant parce que cette nouvelle réforme-là du ministre Barrette, c'est comme un pas de plus vers la privatisation. Il ne faut pas oublier que les GMF, c'est quand même des entreprises privées qui sont gérées par des médecins, qui sont financées par des fonds publics. Puis nous, notre crainte avec le transfert de nos professionnels vers les GMF, c'est qu'il y ait graduellement un abandon des missions essentielles des CLSC, parce que vous savez, présentement, les gens peuvent recevoir des services de première ligne, des services curatifs, peuvent aussi recevoir des services en prévention puis en santé publique. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est un transfert de ressources. Donc, ce n'est pas qu'on injecte un nouveau financement pour améliorer une offre de service. Selon elle, il est clair que le transfert des professionnels de la santé des CLSC vers les GMF ne va pas se limiter à l'avenir aux travailleurs sociaux, mais va se poursuivre avec d'autres professionnels. Un transfert qui ne règle surtout pas le cas des gens qui ne sont pas membres d'un GMF. Oui, effectivement. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a quand même environ autour de 20% de la population qui n'a pas nécessairement un médecin de famille qui fait partie de la clientèle orpheline. Donc, ces gens-là, leur seule alternative, c'est de se tourner vers les services du CLSC. Malgré les craintes soulevées par la PTS, de même que par l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec estime que cette approche est salutaire. Son président, le Dr Louis Godin, fait valoir que l'ajout de ces travailleurs sociaux en GMF n'a que des avantages sur le plan des soins en santé mentale notamment. Selon lui, ce transfert aura pour avantage de regrouper sous un même toit le service d'une infirmière, d'un médecin et d'un travailleur social. On peut l'entendre. Tout à fait. C'est l'ajout d'un autre professionnel et on sait que les groupes de médecine familiale sont en développement,
ce sont là que les médecins s'installent, c'est là que la majorité des Québécois consomment des services de première ligne. Donc, c'est vraiment de rapprocher ces services-là des patients, de la population. Et en ce sens-là, je pense que c'est une bonne approche à avoir, plutôt que de développer deux systèmes séparés, un dans les groupes de médecine familiale et un autre dans les établissements. Le carnet de commandes impressionne. 29 escales, 22 662 passagers et 11 822 membres d'équipage. Par ailleurs, la saison 2016 se démarque avec un total de 14 lignes de croisière et 15 navires, dont 5 de plus de 500 passagers et 8 avec plus de 1000 personnes à bord. Du nombre, on compte le mythique Queen Mary II. Reste que le fait que l'amiral ne soit pas en service cette année rend la tâche plus difficile pour Escale Gaspésie, a fait valoir son directeur Stéphane Sainte-Croix. Sur ce point et du côté politique de l'affaire, le maire de Gaspé, Daniel Côté, ne perd pas espoir de revoir rouler ce train touristique de Gaspé à Percé. Le hic, c'est qu'il faut investir environ 4,5 millions de dollars pour la réfection de l'infrastructure, en particulier au pont de Haldimand. Le maire demande donc une rencontre dans les plus brefs délais avec les titulaires québécois du transport et du tourisme, histoire de faire le point sur la situation. Tout n'est pas perdu encore. On attend toujours une confirmation de date de rencontre du ministre des Transports et de la ministre du Tourisme. Isolément, on est souvent capable d'avoir des contacts avec l'un ou l'autre, en tout cas avec les deux cabinets séparément, c'est de rallier tout le monde ensemble. C'est facile pour le ministère des Transports de dire « Ah, votre rentabilité du train, si bien démontré, le train en soi est rentable. » Sauf qu'on nous demande de rentabiliser aussi l'entretien de la voie ferrée. C'est bien beau tout ça, là, mais j'ai jamais vu un gouvernement demander à n'importe quelle entreprise privée de justifier l'entretien de la 132 ou de l'autoroute 20 ou d'autres choses. Par contre, quand c'est le temps de parler de développement touristique, d'un produit qui est un produit phare dans la stratégie maritime du Québec, qui est les escales de croisière, ben, on nous demande de aussi justifier l'entretien d'une voie ferrée. Comme escale, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de justifier un entretien de voie ferrée au grand complet, ça c'est sûr. Par contre, d'un autre côté, est-ce que le ministère du Tourisme pourrait intervenir? Si le ministère des Transports est trop pauvre pour se payer l'entretien de notre tronçon, est-ce que le ministère du Tourisme peut l'aider? Mais ça devrait se parler entre les deux en haut, sauf qu'il n'y a rien qui semble se dessiner. Fait que c'est pour ça qu'on veut provoquer les choses. C'est pour ça qu'on a demandé une rencontre avec le ministre des Transports et la ministre du Tourisme. Et pour le mois de juin, il y a eu l'ouverture officielle du Géoparc de Percé. C'est dans le tout nouveau pavillon expérientiel du Géoparc de Percé que se déroulait l'ouverture officielle du Géoparc. C'est un moment historique pour non seulement la ville de Percé, mais aussi pour la région. Oui, pour le village de Percé, pour la MRC Rocher-Percé, puis même, je dirais, pour la Gaspésie, parce que Percé est notre capitale touristique, puis on vient lui donner là, un attrait majeur de plus pour continuer à attirer le maximum de touristes dans la région, puis de les retenir un peu plus longtemps aussi. Puis moi, je suis fier de voir qu'aujourd'hui, on inaugure un produit de qualité pour la Gaspésie, mais à Percé dans notre capitale. Il est important pour la région de diversifier l'offre touristique et le Géoparc de Percé devient un point de départ à cette diversification, en plus de mettre en valeur la ville de Percé et de lui permettre un rayonnement au niveau international. Un point de départ extraordinaire pour l'ensemble du comté, qu'on va pouvoir développer d'autres attraits touristiques qui vont faire qu'on est une destination incontournable. Le Géoparc, ce n'est pas seulement le bâtiment principal, il s'agit aussi de plusieurs sites qui mettent en valeur la région de Percé. Le Géoparc, c'est en soi le Grand Percé, donc c'est un territoire de 500 km² où on fait l'interprétation d'une géologie d'exception, mais d'une histoire aussi de Percé. Donc les sites ne sont pas que des sites géologiques, on a des sites patrimoniaux, on a l'église de Percé qui fait partie de nos géosites, qui a une histoire. Donc on met tout ça en valeur, ce milieu-là d'exception qu'on avait, et on est maintenant en mesure là, de le présenter à la clientèle touristique avec une interprétation des gens formés, des guides formés pour cette interprétation-là. Reflet d'ici vous a été présenté par vos centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Toute l'équipe de TVCGR vous remercie d'avoir été à l'antenne en si grand nombre chaque semaine pendant l'année. Nous vous souhaitons de passer un très joyeux temps des fêtes. Revenez-nous la semaine prochaine pour les faits saillants des mois de juillet à décembre.